de la Cette présentation. conférence va maintenant être enregistrée. Alors, le sommaire de ce webinaire. On va déjà commencer par représenter Starenco, que tout le monde ait bien en tête l'ensemble de nos activités et le but du webinaire. Le stockage virtuel, finalement, la deuxième partie sera consacrée à la genèse du stockage virtuel et quelle est l'utilité d'une telle solution. On regardera après le fonctionnement d'une batterie virtuelle, les principes de fonctionnement. En quatrième partie, on abordera le cadre administratif puisque cette solution de stockage virtuel rentre dans un cadre légal et je me propose de vous présenter effectivement le cadre de cette solution de stockage virtuel. En cinquième partie, on abordera les conditions d'éligibilité. Est-ce qu'on peut proposer cette solution à tous les porteurs de projets photovoltaïques? Oui, non. On verra dans quel cas on peut proposer une solution de stockage virtuel. Enfin, en sixième partie, je vous présenterai l'offre StockWatt, qui est en fait une gamme au catalogue de Starenco pour proposer du stockage virtuel. Et puis, des éléments que tout le monde attend aussi à un moment, des éléments économiques de combien ça coûte, combien ça rapporte et quels sont les avantages par rapport à d'autres solutions éventuelles. Voilà le sommaire de ce webinaire. Alors, je vois pas les retours de chat. Je sais pas si des gens, s'il y en a un ou deux qui peut éventuellement mettre un chat pour voir si ça arrive bien de mon côté. Ce serait très sympathique de votre part. Ah bah si, ça y est, ça déboule. Mais c'est bon, vous avez dégainé. Merci du retour. Allez, on y va. Alors, Starenco, qu'est-ce que c'est? C'est une jeune entreprise qui a été créée en 2017, dont le métier est une activité de bureau d'études solaires, d'accompagnement des clients porteurs de projets photovoltaïques et développeurs de solutions innovantes. Alors, je vous ai mis une carte de France. Starenco est installé à Dijon, en Bourgogne-Franche-Comté, donc dans l'est de la France. Et effectivement, développeur de solutions innovantes, c'est que du fait de notre spécificité régionale qui n'est pas le meilleur ensoleillement en France, euh, on cherche effectivement à améliorer la performance des centrales solaires, la rentabilité, la situation économique du projet dans sa globalité. Donc chez Starenco, on est toujours à l'affût d'innovation, d'amélioration technique, économique et financière. Et c'est ce qu'on fait au niveau du bureau d'études, de chercher tout le temps des solutions d'amélioration des projets. Pour ma part, donc, moi je m'appelle Pierrick Maître. Pour ceux qui ne me connaissent pas, ça fait 11 ans que je travaille dans le secteur du photovoltaïque. Et au niveau de l'entreprise, donc on est adhérent du syndicat national Enerplan, que vous connaissez peut-être. Starenco est membre aussi d'une association régionale qui fait la promotion de la mobilité électrique parce qu'on croit fortement à très court terme à des synergies entre la production d'énergie renouvelable issue de panneaux photovoltaïques et l'utilisation de l'électricité à des fins de mobilité électrique. Donc, on s'intéresse effectivement à ce qui se passe sur le marché de l'électromobilité. Et à titre personnel, je suis membre du réseau régional des POT. Alors les POT, c'est les pionniers, c'est l'acronyme de pionniers ordinaires de la transition énergétique. C'est un réseau qui est porté par la région pour encourager les initiatives en faveur du développement durable. Et dernier point pour la présentation Starenco, c'est que depuis 2019, on a créé en région une association pour fédérer les professionnels de la filière, dont certains, j'ai vu passer tout à l'heure les noms dans le chat, sont adhérents pour faire la promotion, défendre les intérêts de la filière sur notre beau territoire de Bourgogne-Franche-Comté. Alors, Starenco, on intervient sur tout le territoire, hein, on est basé à Dijon, mais on n'est pas sectaire, on travaille aussi avec des gens en Bretagne, en Alsace et dans le sud de la France. Quelles sont les prestations disponibles chez Starenco? Aujourd'hui, notre métier s'adresse à deux activités. D'un côté, les maîtres d'ouvrage, donc représentés par ces petits pictogrammes-là, les collectivités publiques, les industries, le tertiaire et le monde agricole. Donc ça, c'est une activité vers les maîtres d'ouvrage directement et une activité vers les professionnels du photovoltaïque, les installateurs.
ça, ce sont les deux gammes que l'on propose aujourd'hui. Les prestations sont déclinées dans le cadre de ce tableau, vous allez voir. Donc, la première prestation, ce sont des études techniques. On accompagne les clients, maîtres d'ouvrage ou installateurs, sur des études de faisabilité, des études de rentabilité, des études économiques et de plus en plus des études en autoconsommation avec du monitoring en amont, et on peut même proposer des garanties de réduction de facture à l'instar de ce que les clients peuvent connaître dans le cadre de contrats de performance énergétique, si vous connaissez un petit peu ce mécanisme-là. Deuxième prestation, les démarches administratives. Chez Starenco, on est capable de gérer les démarches de 0 à 300 kW crête. J'ai anticipé un petit peu la législation à venir qu'on attend tous depuis février maintenant pour lever ce taquet de 100 kg à 300, peut-être 500 ou 1 méga dont on entend parler. En tout cas, on est capable chez Starenco d'accompagner les clients sur la partie démarche administrative au guichet unique du trimestre. Autre prestation, c'est un accompagnement sur la consultation. Alors la consultation des installateurs quand on est dans le cadre d'un maître d'ouvrage pour optimiser les chantiers, et surtout, je parle souvent aux clients d'un bon rapport disponibilité-prix, c'est-à-dire qui est disponible, dans quelles conditions économiques pour réaliser le chantier. Et puis pour les installateurs, les consultations concernent surtout les fabricants de matériel afin d'optimiser les approvisionnements. Et enfin, dernière prestation au catalogue Starenco, c'est la possibilité de former les professionnels du solaire sur le marché, sur des solutions techniques, sur des outils de dimensionnement par le biais d'un numéro d'agrément auprès de la préfecture de Côte d'Or. Voilà, ça ce sont les prestations Starenco. Ça permettait en 2 slides de vous resituer qui on est, d'où on vient et ce qu'on fait. Notre leitmotiv, c'est le solaire facile et pour tous, afin de démocratiser cette énergie renouvelable et la rendre la plus accessible à tous. Alors, le but du webinaire, vous l'attendez, c'est pour ça que vous êtes connectés en masse ce matin, c'est le stockage virtuel. Alors, un petit rappel sur le stockage virtuel. Dans quel cadre on parle de stockage virtuel? On est dans l'autoconsommation, c'est-à-dire que je vous remets ce graphe qui s'affiche à l'instant sur l'écran. Dans le cadre de l'autoconsommation, la difficulté, c'est le bon dimensionnement de la centrale solaire qui est matérialisé, je ne sais pas si vous voyez mon pointeur avec la souris, par la courbe jaune. Ça, c'est la courbe de production photovoltaïque en rapport avec les besoins de consommation du client qui est matérialisé par la courbe bleue. Tout l'enjeu de l'autoconsommation, c'est de bien dimensionner en fait la courbe de production par rapport au profil des besoins du client. Mais on a toujours une partie jaune, matérialisée en jaune, qui est de l'excédent et qui est du surplus. Et c'est là-dessus, en fait, que le stockage virtuel va intervenir. On parle en fait de l'excédent de production photovoltaïque à certains moments de l'année, de la journée, du mois, dont il va falloir en fait faire quelque chose avec pour optimiser les chantiers. Alors, ce surplus, on peut faire plusieurs choses. La première chose qu'on peut faire, c'est ne pas le fabriquer. Ça, c'est ce qu'on appelle le zéro injection. Ça a parfois du sens, effectivement, sur certains projets, de travailler avec du zéro injection parce qu'on sort un petit peu du cadre habituel réglementaire. On peut également fabriquer le surplus et le donner à titre gratuit. Pour mémoire, cette solution-là, elle est tolérée jusqu'à 3 kW crête. Au-delà de 3 kW crête, le surplus, si vous voulez le donner à titre gratuit, en fait, il ne faut pas le fabriquer. Il n'y a pas de solution pour mettre sur le réseau à titre gratuit du surplus au-delà. Il faut le valoriser, donc soit par le biais d'un contrat en vente à EDF obligation d'achat, OA obligation d'achat, dans le cadre du décret 2017. Mais on peut tout à fait vendre son excédent solaire et son surplus à un autre opérateur. On n'est pas obligé de vendre dans le cadre du décret de mai 2017 son surplus. Qu'est-ce qu'on peut faire également de l'excédent de production photovoltaïque? Eh bien, on peut le stocker. Alors, de quelle manière on peut le stocker? On peut le stocker physiquement, c'est-à-dire qu'il y a différentes solutions pour le stocker physiquement. J'ai revu il y a cette semaine une vidéo là d'une société dans le centre de la France qui fait des volants à inertie en béton. Donc ça, c'est un petit peu
moins connu aujourd'hui, plus confidentiel. Ce qu'on imagine quand on stocke de l'énergie photovoltaïque, c'est souvent une batterie lithium-ion. Mais il y a d'autres solutions de stockage qu'on peut imaginer de manière physique. Et puis, il y a le fameux stockage virtuel qui arrive en fait dans le biais dans cet axe-là sur le croquis. C'est une solution pour valoriser le surplus, mais le stockage virtuel, il est un peu à la croisée entre finalement, je vends à un autre opérateur que l'acheteur obligé historique qui est EDF obligation d'achat, et j'ai une solution de stockage à proprement parler, puisque comme on est virtuel, on n'est pas dans quelque chose de matériel. Alors, pourquoi Starenco aujourd'hui on fait ce webinaire? C'est parce que depuis 2018, à peu près depuis l'époque où des solutions de stockage virtuel existent, on s'y est intéressé dans le cadre de nos propres études solaires pour les clients. Et dans la logique d'innovation, on est toujours à l'affût de ce qui se passe sur le marché. Et effectivement, depuis 2 ans, on a essuyé quelques plâtres. Aujourd'hui, on connaît un petit peu plus les solutions disponibles et on est en mesure de vous les présenter directement aujourd'hui. Et c'est dans le cadre de nos études en autoconsommation qu'on a été amené à trouver des solutions pour les clients dont le stockage virtuel fait partie. Voilà la genèse du stockage virtuel sur le territoire français. Alors, comment ça marche? Comme disait l'autre. Là, j'ai repris un croquis d'un des opérateurs qui propose le stockage virtuel. C'est relativement simple à comprendre. Vous êtes par une journée ensoleillée, production photovoltaïque est matérialisée par 10 kWh. Vous consommez 5 dans votre bâtiment au moment où il y a du soleil. Le compteur communicant matérialisé par le Linky va compter 5 autres kWh, la différence entre 10 et 5, et va en fait matériellement mettre ces 5 kWh dans un espace dédié, un espace qu'on appelle la batterie virtuelle. C'est relativement simple. Vous avez plus de production que de besoin, le surplus est mis dans une batterie virtuelle. Ça va jusque-là? Qu'est-ce qui se passe quand il n'y a plus de soleil? La nuit, par mauvais temps, on a une production photovoltaïque qui est à zéro, mais toujours des besoins. Eh bien, ces besoins, si votre batterie virtuelle est chargée, elle va en fait se décharger à hauteur de ce que vous avez besoin. Et lorsque la batterie virtuelle sera arrivée à un niveau de décharge complet, c'est-à-dire à zéro, elle sera complètement déchargée, alors le réseau prendra le relais grâce à des sources de production. Alors là, matérialisées d'origine renouvelable, hein, on a de l'hydroélectrique, de l'éolien. Alors le solaire la nuit, il n'y en a pas, hein, mais effectivement, en cas de besoin, le réseau fera la pointe. Donc la batterie virtuelle se charge la journée, se décharge la nuit. Elle se charge l'été, elle se décharge l'hiver. Intellectuellement, c'est assez facile à comprendre. Mais vous connaissez tous la réalité des électrons. Il n'y a pas sur le réseau au bout de votre rue un endroit qui attend sagement vos kilowattheures avant de les relarguer en fait le soir dans la même maison. Donc ça, c'est pour comprendre le principe, mais la réalité, c'est que ça va sur le réseau chez d'autres clients et que ça revient en termes de décharge avec des nouveaux électrons. Donc on a quand même un fonctionnement physique théorique et on a un fonctionnement physique réel que je vais détailler après. Quand j'ai présenté cette solution il y a quelques mois à un client, il m'a dit: «Ah bah OK, c'est super, c'est comme une cagnotte» et j'ai gardé ce terme parce que je trouvais qu'il était assez sympa de matérialiser la batterie virtuelle comme une cagnotte. On cagnotte en fait des kilowattheures. Alors c'est comme un peu une carte de fidélité dans un supermarché, mais au lieu de mettre des points et des euros dessus, vous mettez des kilowattheures. Vous avez un compte kilowattheures que vous chargez et vous déchargez. Et charger et décharger, à l'instar d'une batterie, on va la charger et puis on va débiter au fur et à mesure de ses besoins des kilowattheures. Donc cette idée de cagnotte solaire, c'est sympa, ça parle bien, les clients ils comprennent bien. Alors, on a parlé des flux plus ou moins physiques, mais économiquement, comment ça se passe? Ah, attendons, excusez-moi, j'ai oublié un slide. Ça, c'est très intéressant, je ne sais pas pourquoi j'ai oublié. On a la solution que je viens de vous présenter pour un cas, un producteur, un consommateur.
Mais la batterie virtuelle a la possibilité de gérer des multisites. Alors, comment ça marche? On a par exemple une entreprise, une industrie, une collectivité ou du tertiaire qui a physiquement plusieurs sites disparates sur le territoire. Peut-être des sites logistiques ou des usines ou des bureaux. Et puis, l'un des sites s'équipe d'une centrale photovoltaïque. Mais pas les autres parce que soit pas de compatibilité sur les toitures, d'autres problématiques différentes, pas de place, etc. Un seul des sites s'équipe de panneaux photovoltaïques. C'est ce site-là qui va alimenter la batterie virtuelle, donc la cagnotte solaire, avec le surplus, par exemple le week-end, lorsque l'usine sera fermée. Elle va alimenter sa batterie parce que plus de production que de consommation. Mais ce qui est intéressant dans le cadre de la batterie virtuelle, c'est que on va pouvoir redistribuer l'excédent d'énergie disponible par le biais d'écriture de fourniture d'énergie à l'ensemble des sites de la même entreprise. Voilà, ça c'est la batterie virtuelle étendue. Ça veut dire que finalement, on a une alternative à l'autoconsommation collective, sans le formalisme qu'on connaît à l'autoconsommation collective, avec une seule condition pour que ça fonctionne aujourd'hui par les opérateurs qui le proposent, c'est que l'ensemble du projet soit porté par la même entité juridique. Ça veut dire que les 3 usines font partie du même groupe. On ne peut pas encore, à ce stade du développement des solutions techniques, imaginer avoir 3 entreprises différentes et puis s'échanger les électrons. Ça viendra sûrement un jour. Aujourd'hui, ce n'est pas encore disponible, mais on peut proposer à des maîtres d'ouvrage des installations photovoltaïques avec batterie virtuelle étendue, de telle sorte qu'il y a un producteur photovoltaïque et plusieurs consommateurs. On peut même imaginer que tous les sites soient producteurs à certains moments, ils alimentent tous la cagnotte solaire, et puis ils sont tous consommateurs à d'autres moments en récupérant le surplus. Donc ça, c'est très intéressant sur la batterie virtuelle dans le cadre de projets professionnels pour proposer des solutions alternatives et démultiplier les usagers qui peuvent en bénéficier. Alors, fonctionnement physique, fonctionnement économique du stockage virtuel. Parce que quand on donne, entre guillemets, au réseau un kilowattheure, on le récupère lors de la décharge, mais quid des flux financiers? Eh bien, en fait, quand on met à disposition un kilowattheure sur le réseau, on le récupère à zéro, puisqu'en fait, on l'a donné, on n'est pas facturé de la valeur de ce kilowattheure. Par contre, comme c'est un kilowattheure qui revient d'une autre centrale que la nôtre, hein, puisqu'il ne nous a pas attendu sagement au coin de la rue, il vient d'une centrale hydroélectrique ou éolienne, il emprunte le réseau. Donc, on paye le transport et les taxes. Ça veut dire que, pour bien comprendre le fonctionnement de la batterie virtuelle, les économies que nous allons réaliser avec une batterie virtuelle portent sur la valeur de l'énergie. Quand vous achetez un kilowattheure, il y a plusieurs composants dedans. Il y a la valeur de l'énergie, et puis il y a du transport et il y a des taxes. Alors les taxes, je ne vais pas toutes vous les lister, mais la CSPE, la TICFE, etc. Donc, dans le cadre de la batterie virtuelle, on économise la valeur de l'énergie. Alors voici un graphe qui vous représente différentes choses, on va le détailler ensemble, pour comprendre qu'est-ce que c'est finalement la valeur de l'énergie. Aujourd'hui, la valeur de l'énergie pour un client particulier ou collectivité, ça veut dire qu'il ne récupère pas la TVA. Le prix de l'énergie, à proprement parler, c'est autour de 8 centimes. Chez un professionnel, on est plutôt sur une valeur de marché, selon les tailles des entreprises, à 5,5-6 centimes en termes de valeur de l'énergie. Et on se rend compte quelque chose en fait. Si par exemple, on choisit de mettre son surplus chez EDF obligation d'achat pendant 20 ans, la courbe rouge qui en fait est une ligne, on a la possibilité de valoriser son surplus à 10 centimes. C'est la ligne rouge qui est sur le 10 centimes. D'accord? La ligne orange, elle, concerne les professionnels à plus de 9 kW crête pour lesquels le surplus est valorisé 6 centimes.
Alors, si on se focalise sur la ligne rouge et la ligne verte, aujourd'hui, je suis en train de vous dire que la valeur de l'énergie de la batterie virtuelle, on va économiser 7 centimes et demi, 8 centimes, alors que on pourrait envoyer son surplus chez EDF à 10 centimes. Vous allez me dire, il est maso, Pierrick. Ben, je ne suis pas maso, mais vous avez raison, parce que quelque part, c'est économiquement moins intéressant. Par contre, est-ce que la valeur de l'énergie va être stable pendant 20 ans, pendant 5 ans, pendant 10 ans? Si vous pensez, et si vos clients pensent que le prix de l'énergie va continuer d'augmenter, il y a un moment où effectivement, le fameux 10 centimes en valeur de prix de l'énergie sera dépassé. Donc, est-ce qu'il vaut mieux avoir 10 centimes pendant 20 ans tout le temps, ou bien faire quelques concessions aujourd'hui pendant on se rend compte que finalement, là, le point de rupture, c'est dans 4 ans. On est parti sur une augmentation ici de 6, 6,5%, qui est l'augmentation du prix de l'énergie réel, constaté, et également estimé par des organismes comme la Commission de régulation de l'énergie, la Cour des comptes ou l'ADEME, dans les perspectives futures d'évolution du prix de l'énergie. On sait que le prix de l'énergie va continuer d'augmenter, il a doublé depuis 5 ans, et on est très en dessous de sa vraie valeur sur le territoire français. Donc si on pense que le prix de l'énergie va augmenter, la batterie virtuelle va vite devenir économiquement aussi plus intéressante pour valoriser son surplus qu'un fameux 10 centimes pendant 20 ans. Si on reste encore sur cette courbe verte, elle concerne aussi les collectivités publiques. Les collectivités publiques, elles, on est souvent amené à faire des dossiers de plus de 9 kW crête. Donc en autoconsommation, faire 18, 20, voire même 36 kg sur certaines collectivités publiques, c'est pas rare, ça arrive. Donc là, on serait sur une valorisation à la ligne jaune à 6 centimes. Donc, dès le départ, économiquement aussi, c'est plus intéressant de proposer une solution de stockage virtuel que EDF obligation d'achat pendant 20 ans. Et dernier point sur ce graphe, parce qu'il y a beaucoup d'informations sur ce graphe, donc il faut prendre le temps de se poser un petit peu et de bien comprendre le fonctionnement. Le point de rupture entre la valeur de l'énergie auprès des entreprises et des industriels et la valorisation EDF obligation d'achat pendant 20 ans. Aujourd'hui, on valorise la batterie virtuelle à 5 centimes et demi pour un surplus valorisé à 6 centimes. Alors même si la courbe bleue, elle est un peu plus plate parce que chez les professionnels, l'augmentation du prix de l'énergie, c'est un secteur un peu plus concurrentiel. Il ne va pas augmenter de la même manière que chez le particulier. On est sur un point de rupture dans 2 ans. Donc en fait, on est tout de suite quand même sur des choses intéressantes économiquement également. Voilà, la batterie virtuelle, elle va permettre d'économiser la valeur de l'énergie dans le prix du kilowattheure. Ça, c'est l'un des premiers points qu'il faut retenir sur la batterie virtuelle. Quel est le cadre administratif de la batterie virtuelle? Aujourd'hui, c'est de l'autoconsommation avec vente du surplus. C'est pour ça que je vous mettais le pointillé tout à l'heure avec la courbe pour intégrer finalement la partie vente du surplus sans obligation d'achat. Donc ça, c'est tous les termes sont importants. On est dans l'autoconsommation avec de la vente du surplus, mais sans obligation d'achat. Ça veut dire qu'en fait, on n'est pas dans le décret de mai 2017. On ne rentre pas dans le cadre de ce décret-là. Alors, ça a des conséquences. La première conséquence, c'est qu'on ne va pas pouvoir récupérer la prime à l'investissement. Bah oui, on n'est pas dans le cadre du décret, donc on ne peut pas prétendre à la prime à l'investissement. Par contre, on n'est pas dans le cadre du décret, donc on peut poser sans respecter ce que le décret nous exige, c'est-à-dire on peut faire des installations au sol en autoconsommation et quand même valoriser son surplus, chose qui n'est pas possible dans le cadre du décret de mai 2017 qui nous régit tous sur le marché aujourd'hui. Autre point, le certificat installateur n'est pas exigé. Dans le cadre du décret, vous avez obligation de mettre un certificat de qualité installateur. Dans le cadre d'une batterie virtuelle, on peut s'en affranchir. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire des installations par n'importe qui, n'importe comment. C'est un formalisme en moins. Et il y a sûrement dans le photovoltaïque aussi des gens qui ont la phobie administrative, comme certaines personnes qu'on a connues. Donc, ça peut les rassurer sur certains papiers qui sont assouplis.
Alors, on s'assouplit, on s'affranchit de certains documents, mais en même temps, il y a quand même une déclaration à faire pour dire auprès du gestionnaire de réseau, et je vais envoyer mon surplus dans une batterie virtuelle. Donc, il faut quand même aussi le déclarer. Le process est relativement simple puisqu'il se fait par le portail de raccordement Enedis que l'on connaît, avec un document spécial pour déclarer la batterie virtuelle. Voilà le cadre administratif. Si vous avez des questions, je vous encourage à les poser dans le chat et on se réserve un point en fin de webinaire pour, je vois quelques questions qui arrivent au fur et à mesure, c'est pour ça que je me permets cet aparté. Alors, le stockage virtuel, éligibilité. Qui peut faire du stockage virtuel aujourd'hui en France? Eh bien, finalement, c'est accessible à tous les compteurs, monophasés ou triphasés, qu'on soit en tarif bleu, qu'on soit en tarif jaune, qu'on soit en haute tension. Donc ça répond à une question là, Philippe, merci. Jusqu'à quelle puissance? Bah, toute puissance. En fait, il n'y a pas de limite de puissance. La limite, elle est plus dans l'organisation du gestionnaire de réseau, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça marche dans 100% des cas, la batterie virtuelle, quand on est chez Enedis. Secteur Enedis, en France, c'est 95% du territoire. Sur 5% du territoire, on a d'autres distributeurs, d'autres gestionnaires de réseau que sont les entreprises locales de distribution. Alors, bon, moi, sur un territoire que je connais un petit peu plus, on a Strasbourg avec Électricité de Strasbourg, on a l'UEM à Metz, on a la SICAE du côté de la Haute-Saône, etc. On a des régies dans les Savoies et on a quelques entreprises locales de distribution. La batterie virtuelle, je dis, alors, en Suisse, ça marche pas. J'ai une question pour la Suisse. En Suisse, le marché est un peu différent et la batterie virtuelle s'adresse aujourd'hui pour le territoire français métropolitain. 95% du territoire secteur Enedis, lorsque vous êtes face à une régie, eh bien en fait c'est du cas par cas. Ce n'est pas un non définitif. Il faut que l'on regarde et qu'on étudie l'opportunité de travailler avec la régie localement. Autre exigence, pour que ça fonctionne, on a besoin d'un compteur communicant. Alors le compteur communicant, ben, c'est le Linky pour tous les contrats en moins de 36 kVA, le compteur bleu. Alors ça s'appelle encore compteur bleu, même s'il est vert fluo, hein, c'est resté. Et puis à droite ici, vous avez un compteur communicant pour les professionnels. Pourquoi? Parce qu'on a besoin d'un compteur bidirectionnel qui va pouvoir compter effectivement l'injection sur le réseau. Donc si vous tombez sur un client qui est allergique au Linky, d'une manière générale, il ne pourra pas faire de batterie virtuelle, mais il ne pourra pas faire de photovoltaïque du tout, parce qu'aujourd'hui, à chaque fois qu'il y a un projet photovoltaïque, il est associé à un compteur communicant. Autre exigence, on a besoin de changer d'opérateur. Pourquoi? Parce que les gens qui proposent la batterie virtuelle, aujourd'hui, on les compte sur les doigts d'une main, il y en a une poignée en France, c'est plutôt nouveau, c'est récent, et c'est des opérateurs, des distributeurs d'électricité, challenger, des fournisseurs historiques. La batterie virtuelle, elle n'est pas proposée par Total, EDF, Engie ou les gros faiseurs. Elle est proposée par des opérateurs challenger. Pourquoi? Parce que ces opérateurs challenger cherchent à acquérir des parts de marché et la batterie virtuelle est un moyen pour eux de fidéliser leurs clients dans le cadre d'un marché qui est de plus en plus concurrentiel et pour lesquels l'opérateur historique a quand même encore plus de 70-75% de parts de marché. Donc c'est un peu la guerre à acquérir des nouveaux clients et l'ensemble des opérateurs se battent avec des offres pour fidéliser leurs clients. Et la batterie virtuelle est un moyen finalement de fidéliser leurs clients. Quand vous avez des panneaux photovoltaïques sur votre toit et que vous envoyez le surplus dans un stockage virtuel, vous êtes moins enclin à changer d'opérateur tous les 4 matins parce que vous avez un service associé qui vous satisfait. Donc, c'est des opérateurs challenger. Et ces opérateurs challenger sont des fournisseurs d'énergie 100% renouvelable autour de la fabrication d'énergie solaire, éolien et hydroélectrique. Donc pour être éligible, le résumé, tout compteur, toute puissance, secteur Enedis, 100% ça fonctionne, les entreprises locales de distribution, UEM et ES, Stéphane par exemple la question, je réponds en même temps, sur demande, demande de projet. Un compteur communicant, bon ça tous les clients maintenant vont l'avoir, par contre il faut changer d'opérateur. Alors ça veut dire quoi changer d'opérateur aussi? Ça veut dire que quand vous tombez chez un particulier qui a un compteur
avec un contrat Tempo, EJP, dont il ne veut pas se séparer. Bon, bah, s'il ne veut pas se séparer de son ancien contrat, il reste chez EDF et puis il part avec eux pendant 20 ans pour le surplus. Voilà. La batterie virtuelle, c'est une solution parmi tant d'autres, hein. Elle ne fonctionne pas tout le temps chez tout le monde. Alors, dans le cadre de la batterie virtuelle, chez Starenco, on a développé une marque générique. Elle s'appelle Stockwatt. Et Stockwatt, c'est quoi dans le détail? En fait, c'est la marque et le nom qui chapeaute toutes les solutions actuellement disponibles sur le marché de stockage virtuel. C'est-à-dire que c'est la porte d'entrée pour vous quand vous avez un projet pour dire finalement, on va solliciter Starenco pour qu'il nous cherche une solution de stockage virtuel la plus adaptée. C'est un service que l'on intègre aux démarches administratives que l'on peut être amené à faire pour nos clients, mais c'est également disponible tout seul, hein. C'est-à-dire qu'on a tout un tas de clients qui ont leurs habitudes pour les démarches administratives et ils sont intéressés juste par la batterie virtuelle sans bousculer leurs habitudes. Nous, on s'adapte, on est cool, hein, on fait ce que les clients nous demandent, donc il n'y a aucun problème. Soit on intègre la batterie virtuelle dans le cadre de nos prestations de démarches administratives, soit c'est uniquement une prestation de service de batterie virtuelle. Notre objectif, c'est de proposer à chaque projet, finalement, la solution la plus adaptée. La solution la plus adaptée en termes d'accès aux services. Certains opérateurs de batteries virtuelles proposent du matériel associé, je pense à du gestionnaire d'énergie par exemple. Parfois les installateurs disent ah oui, pas de problème, ça m'intéresse, donc on prend le package, et d'autres disent bah non, moi je préfère encore une fois garder mes habitudes et faire comme je le souhaite, donc je veux juste une batterie virtuelle. Donc chez Starenco, on va vous trouver la bonne solution. En termes de location d'espace de stockage, le service de batterie virtuelle est un service qui est non philanthrope, c'est un service qui est facturé par les opérateurs. Et ils facturent ce service dans le cadre d'une location d'un espace de stockage, un petit peu comme dans l'informatique quand vous louez de la data et de la mémoire. Là, vous êtes un peu dans le cloud et vous louez une batterie virtuelle en fonction de sa taille, etc. Et puis, on cherche également chez Starenco, dans le cadre de l'offre Stockwatt, les bonnes conditions aussi de fourniture du complément de pull réseau. Comme on va vous dire de changer d'opérateur, quelles vont être les conditions pour le soutirage? Parce que à certains moments, la batterie, elle sera vide. Donc, quand elle est vide, on a besoin de la pointe du réseau. À combien? Et quel est le prix de l'abonnement? Et puis, sur les projets plus de 36 kVA, on cherche aussi une échéance de contrat. Les contrats sont actuellement négociés entre 1 et 5 ans, selon les volumes et les engagements du client. Donc voilà, tout ça, c'est la prestation finalement de Starenco. On cherche aussi des nouvelles solutions. Actuellement, on a 2 opérateurs avec lesquels on est en discussion pour accompagner sur le marché le lancement d'une offre de batterie virtuelle. Donc, on suit aussi ce qui se passe dans l'actualité et les disponibilités chez les opérateurs. Et puis, dans le cadre de ce service Stockwatt, vous avez à disposition un outil de comparaison. Dans le photovoltaïque, on manie souvent beaucoup de chiffres dans tous les sens et c'est une moulinette, hein. On dit souvent, est-ce que tu as une moulinette pour faire ci, pour faire ça? Eh bien, on a développé une moulinette pour comparer finalement la pertinence de la batterie virtuelle. Alors, un cas concret, je fais une petite pause, je regarde s'il y a des questions. Oups, pardon, j'ai pas mis la bonne roulette. Voilà. Si je vais dans le chat. Alors, je peux répondre. Est-ce que cette solution est valable au-delà du kilomètre autour du même poste? Ah oui, aucune notion de distance par rapport au poste transfo. France entière, on en a parlé, c'est France entière. Quelle puissance? On en a parlé. Ok, bon, pour l'instant, on a fait le tour des questions. Donc, je continue. Un cas concret. On a pris un cas concret en résidentiel. Donc, hop, je reviens là. Voilà. Une consommation annuelle du foyer de 12 000 kWh et une centrale solaire installée, 6 kW crête. Jusque-là, rien d'extraordinaire. Et pas la place de mettre plus de panneaux.
On s'est mis à peu près du côté de Lyon en termes d'ensoleillement, 1200 kWh par kilowatt crête, ce qui nous fait une production de 7200 kWh par an. Un taux de couverture. Alors, taux de couverture, on n'en parle pas toujours, mais finalement, le taux de couverture, c'est la quantité de photovoltaïque fabriquée sur le besoin. Donc là, on est à 60%. Donc, on valide la batterie virtuelle. Alors, le taux de couverture. Si par exemple, on installe des panneaux, on installe une 9 kg chez quelqu'un qui consomme 5000 kWh à l'année. Alors là, on valide pas la batterie virtuelle parce que dans ce cas, on va charger la batterie et elle va jamais se vider. C'est pas bon. Économiquement, c'est pas intéressant. Ça veut dire qu'on n'a pas bien conseillé le client au début, même s'il nous dit oui, bah oui, mais je vais acheter 2 voitures électriques, je vais changer mon mode de chauffage, blablabla. Non, on fait en fait un dimensionnement à partir de l'historique. On fait pas de plan sur la comète, à l'instar d'Elon Musk. Nous, on est sur du concret. Qu'est-ce qui a été réalisé? Et au pire, on augmentera la taille de la centrale quand vos besoins en énergie auront augmenté. Mais on y va crescendo. C'est pas la peine de faire des installations surdimensionnées parce que le client va être mécontent à un moment. Il va avoir accès à un service, il va payer pour une prestation qui finalement n'est pas adaptée à ses besoins. Donc le taux de couverture, ici on le valide 60%, on va jusqu'à des validations de 100%, mais on ne va pas faire des installations photovoltaïques capables de fournir plus d'énergie que ce que le bâtiment en consomme à l'instant T sur la base de l'historique. Ça, c'est important à retenir au niveau de la taille des projets. Alors, dans notre exemple, on a pris l'hypothèse d'un taux d'autoconsommation de 40%. Ça veut dire qu'en fait, on arrive à garder sur nos 7200 kWh, finalement 2880, 40% pour couvrir le bruit de fond, un petit peu de changement de mode de fonctionnement, un petit peu de pédagogie. 40% sur un résidentiel, c'est pas non plus délirant, hein, c'est ni conservateur ni optimiste, c'est à peu près ce qu'on rencontre. Ce qui fait finalement un taux d'autoproduction, ça c'est la réduction de facture, hein, c'est 2880 sur les 12 000, de 24%, réduction de facture en kilowattheure, et une quantité de surplus, c'est ça qui va nous intéresser, la quantité de surplus de 4320 kWh qu'il faudra à terme réduire par rapport à un comportement différent de l'usager, par rapport à de la gestion différente de son surplus. Et le surplus qui restera, la batterie virtuelle pourra s'en occuper. Voilà le graphe qui résume. En bleu, la production photovoltaïque, en vert, le stockage dans la batterie virtuelle, et en orange, le soutirage depuis le réseau pour atteindre les 12 000 kWh. Voilà, donc ça c'est l'analyse de cas sur laquelle on s'est basé. Donc sur ce cas précis, est-ce qu'il y a de la pertinence de proposer une batterie virtuelle? Eh bien, regardons ce que ça donne. 6 kg, un ensoleillement de 1200 kWh par kilowatt crête, une augmentation du prix de l'énergie de 6,5%, un prix de départ aujourd'hui à 17 centimes, et une valeur de l'énergie qui représente ce qu'on a vu tout à l'heure, à peu près la moitié de la facture du kilowattheure. Donc dans cet exemple, on a valorisé le prix de la valeur de l'énergie, le prix de l'énergie à 8 centimes et demi. Donc 6 kg, 17 centimes prix réseau, 8 centimes et demi la valeur de l'énergie. Alors qu'est-ce que ça donne? On compare trois choses. On compare EDF, obligation d'achat surplus pendant 20 ans. Donc là, moins de 9 kg, la valorisation du surplus sera à 10 centimes. Une solution StockWatt de stockage virtuel et une solution surplus chez EDF obligation d'achat avec une batterie. Batterie lithium-ion adaptée au fait aux clients. C'est-à-dire que là, on a une production. Ah, la production, elle ne change pas, hein, indépendamment de ce qu'on fait du surplus, la production, elle est la même. La part de l'autoconsommation directe, elle, c'est pareil, ça ne change pas. On est à 40% partout. Ce qui change, c'est le surplus. Donc là, chez EDF obligation d'achat, on vend 60% du surplus. Hein. Tout est envoyé chez EDF obligation d'achat dans le Linky. En StockWatt, on fait 60% en surplus stocké virtuellement. Et puis avec une batterie, la batterie, même si vous avez une batterie, avec le dimensionnement qu'on a proposé, il y a toujours des moments où en fait la batterie elle est chargée
complètement. Et puis il y a plus de place, quoi. En fait, vous avez encore du surplus. Parce que si on met une batterie capable d'accueillir le surplus d'une 6 kg toute l'année, c'est pas du tout la même taille et vous verrez que c'est pas du tout le même budget. Donc là, on est dans l'hypothèse, on autoconsomme 40%, on va stocker physiquement 30% et on envoie 30% de surplus sur le réseau chez EDF Obligation d'achat. Voilà, ça c'est les hypothèses. Alors, qu'est-ce que ça donne? En termes économiques, bah, vous voyez que les kilowattheures autoconsommés pendant 20 ans, 40% partout, ils sont valorisés chez tout le monde le même prix. Ce qui change, c'est après. Ici, on a des économies par la vente, enfin, de la vente, pardon, par la vente du surplus, 8 640 €. Donc ça, c'est les 60% de la production à 10 centimes pendant 20 ans. Ici, la valorisation de la batterie virtuelle, bah, c'est quoi? C'est le surplus de la production valorisée à la valeur de l'énergie pendant 20 ans, indexé à 6,5% par an. Alors je l'ai mis entre deux cases parce que c'est pas vraiment des kilowattheures stockés, c'est pas vraiment de la vente du surplus, c'est de la batterie virtuelle. Voilà, c'est spécial. Et troisième hypothèse, EDF obligation d'achat avec une batterie physique. Alors, pour la part des kilowattheures stockés, bon, dans l'exemple, vous voyez que c'est le même montant. Par contre, ça n'a rien à voir parce que c'est 60% dans un cas à 8,5 et c'est 30% dans l'autre cas à 17. Donc comme c'est la moitié puis qu'on est à la moitié, on arrive sur le même montant. Peu importe, c'est dans l'exemple. Mais sachez que là, c'est bien deux calculs différents qui sont faits. Et le surplus, ici, 30%, ben c'est pendant 20 ans, effectivement, le surplus de ce qui reste, tout ce qui n'est pas stocké, valorisé à 10 centimes. Prime à l'investissement, vous voyez qu'en fait, elle est accessible quand on est dans le cadre du décret de mars 2017. Donc là, pas d'accès à la prime. Et avec la batterie physique, on peut prétendre à une prime également. Par contre, il y a un delta de coûts, c'est-à-dire que l'étalon, c'est EDF obligation d'achat, on fait une installation classique et le prix est à un indice 100. La batterie virtuelle ici, on va avoir finalement la location de l'espace de stockage en fonction de la taille du projet. Alors là, on était sur une offre qui avait été proposée à 1 euro hors taxe par kilo par mois d'espace de stockage. Donc l'articulation du 1789 finalement, c'est quoi? C'est 1 euro par mois par kilo hors taxe, TVA 5,5 pendant 20 ans, plus le prix d'accès de la batterie. Là, elle était valorisée pour une 6 kg à 270 € parce qu'on faisait la prestation administrative incluse dans le service. Donc là, on a un coût de fonctionnement finalement entre l'investissement et le fonctionnement de 1789 € sur 20 ans. Ça, c'est une charge additionnelle au projet. Et dans le cadre d'une batterie physique, ben, qu'est-ce qu'on a ici? On a l'achat de la batterie lithium-ion, l'achat des accessoires périphériques à la gestion de la batterie lithium-ion, hein, les systèmes de coupure, l'armoire spécifique, la pose par l'installateur additionnel, et puis la batterie lithium-ion, en fait, elle est alors 11 340. Vous allez peut-être trouver que c'est excessif pour une 6 kg, mais là, on est sur 20 ans. Ça veut dire que la batterie, à l'instar d'un onduleur, sur 20 ans, on va l'approvisionner parce qu'on va la changer. Même quand on prend les meilleures batteries du marché qui sont garanties 10 ans, on va provisionner un renouvellement à 12, 14, 15, 16 ans. Donc là, on va provisionner. En fait, on a mis une valeur ici de 40% de la valeur à neuf de la batterie sur la durée des 20 ans. Quand on fait la somme de ce que ça rapporte moins ce que ça coûte en plus, on a une solution pour une 6 kg en vente sur plus avec ces hypothèses, avec un gain pour le client de 29 389 €. Une solution StockWatt quasiment à 2000 € de plus en termes de revenus, indépendamment du fait qu'il y a de la location, il y a du stockage, etc. Il y a de la location de batterie virtuelle et un prix d'accès. Et puis, un tarif effectivement de batterie physique qui aujourd'hui, par rapport au prix des batteries et au tarif de l'énergie, a encore un petit peu de mal à trouver sa place et sa rentabilité sur le territoire français. Donc dans ce cas-là, ça avait du sens de proposer effectivement une batterie virtuelle.
Un autre exemple, là on est sur un autre cadre résidentiel, je vous montre une facture, comment ça se passe, une consommation d'avril. Alors c'est peut-être petit, donc c'est pour ça que on va aller voir est-ce que le partage d'écran est interrompu. Alors je ne sais pas si vous voyez la batterie, on va mettre un partage d'écran sur ce document-là. Voilà, je pense que vous voyez donc l'exemple de la batterie, de la facture. Donc là on est sur un client qui a commencé le mois avec 24 kWh. Donc fin mars, il a fini sa charge 24 kWh et elle était presque complètement déchargée. Pendant le mois d'avril, il a chargé sa batterie à hauteur de 532 kWh. Pendant le même mois, il l'a déchargé à hauteur de 146 parce qu'il a eu besoin d'énergie la nuit et à des périodes où il n'y avait plus de soleil. Donc, à la fin du mois, c'est l'histoire de la cagnotte avec les flux, le comptage. On a commencé à 24, on a produit 532, on a chargé 532, on a déchargé 146, il reste 410 dans la batterie. Et la consommation dans le mois, on a 146 kWh qui sont déchargés. Donc les 146 kWh déchargés, ils ont été hop, déchargés. On les voit ici. Sur la part énergie du stockage virtuel, on est bien à 0. Donc ça, c'est ce que je vous expliquais. En fait, on ne paye pas la part énergie, on paye l'acheminement et les taxes associées. Voilà comment se présente une facture d'un client qui a une batterie virtuelle sur son toit. Il a l'allocation ici, 1 euro par kilowatt crête installé par mois à TVA 5,5 et le prix de l'acheminement, du transport et des taxes sur la partie chargée, déchargée. Hop, je reviens sur la présentation. Diaporama, c'est celle-ci. Voilà. Donc le résumé pour ce client, c'est quoi? C'est 1 kWh chargé déchargé à 8 centimes 4. Ça, c'est le prix qu'il a payé. Par rapport à ce 8 centimes 4, chez cet opérateur, le kilowattheure, il était à quasiment 16 centimes. Donc, il a économisé 7 centimes et demi. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Selon les projets, entre 7 centimes et demi, 8 centimes, la valeur de l'économie aujourd'hui, en 2020, sur un projet type résidentiel. Pour résumer, voici les avantages d'une solution de stockage virtuel. On est libre de valoriser son surplus chez qui on veut. On n'est pas pris pendant 20 ans chez un opérateur avec un contrat. On va bénéficier de l'augmentation future du prix de l'énergie. C'est facile de mettre en place. Il y a une durée de vie qui est illimitée. Tant que vous êtes chez l'opérateur qui vous propose ce service, la batterie, elle fonctionne. Il n'y a pas de niveau de garantie. Oui, mais dans 10 ans, qu'est-ce que je vais faire, etc. Oui, mais ça prend de la place et puis il y a d'autres contraintes, etc. On est sur un système hyper simple. Il n'y a pas de maintenance. Oui, il n'y a pas de maintenance de la batterie virtuelle. On va augmenter la part des économies qu'on réalise. Un point intéressant, c'est qu'en fait, on va dimensionner la taille de la centrale solaire par rapport à ce qui est disponible sur le toit. C'est-à-dire, on est dans une autre logique. On est, pour le coup, un petit peu comme on fait dans d'autres pays. On a une taille de toit disponible. Si elle correspond à la quantité d'énergie que le bâtiment consomme, on ne va pas se gêner pour équiper la totalité du toit. Donc, on est sur des projets dans une logique plutôt d'optimisation. Le taux de couverture de 100%, c'est possible. Donc, ça veut dire qu'on va même aller chercher effectivement un taux de couverture proche de 100%. Ça permet de proposer une nouvelle solution pour les maîtres d'ouvrage, une alternative à la batterie physique, une alternative à EDF, obligation d'achat pendant 20 ans, une alternative au zéro injection. Et également une alternative à l'autoconsommation collective. On en a parlé. Si on rentre dans le cadre d'une entreprise multisite, d'une collectivité qui dit j'ai de la place sur mon gymnase et j'envoie mon surplus dans une batterie virtuelle pour alimenter mon école, mon service technique, ma mairie et ma salle des fêtes, c'est possible. Ça fonctionne.
Alors, on a de l'énergie verte effectivement pour tout le bâtiment par rapport à l'origine de l'énergie proposée par ces opérateurs-là. On est compatible avec toutes les marques d'onduleurs, pas de restriction sur le choix du matériel. Et dans quelques années, c'est pas si le prix des batteries aura baissé. C'est sûr que le prix des batteries physiques lithium-ion il va baisser, puis qu'on aura d'autres solutions physiques de stockage. Et ben, ce sera possible de compléter votre batterie virtuelle avec une batterie physique et puis de réduire cet excédent que vous allez envoyer sur le réseau. Donc, il y a quand même pas mal d'avantages, effectivement, en tout cas, de connaître cette solution-là, de la proposer au maître d'ouvrage et de l'intégrer à son catalogue. Alors, pour les prochains projets, bah, c'est simple, hein. Les informations à transmettre, c'est la taille de la centrale, combien ça va produire à l'année, la consommation du client, on fait une validation du taux de couverture, facture du client, c'est bien parce que comme ça, on voit le type de compteur et sa puissance de soutirage, s'il est en mono ou en triphasé également. Une fois que vous nous avez transmis ces informations, on cherche pour vous le meilleur compromis par rapport à ce qu'on a vu et les différents points du projet pour vous proposer une solution de batterie virtuelle. On vous fait une proposition avec ou sans les démarches administratives. Alors, c'est vrai que quand il y a les démarches administratives, on a un package et la batterie virtuelle, elle est un petit peu moins chère. Si on fait que la batterie virtuelle, bon, elle a un tarif qui est donné. Et puis, on va chercher une proposition aussi par rapport à l'opérateur sur les contrats jaunes et les contrats verts, en phase avec les besoins de soutirage du site. Et une fois que vous nous avez transmis les éléments, on vous fait une proposition. Il suffit de commander et de valider la batterie virtuelle. Voilà le principe de fonctionnement de la batterie virtuelle. Il est 10h24. C'est pas facile de tenir le timing. Je suis peut-être allé un petit peu vite sur certains points. Dans tous les cas, je vous remercie beaucoup pour votre présence et votre attention. Donc, on était au pic, effectivement, une cinquantaine de personnes là sur l'ensemble du webinar. Je vous ferai suivre la vidéo, le lien pour revoir cette présentation et vous plonger dans les détails, ainsi que le support en PDF. Il est temps maintenant de pouvoir répondre à quelques questions si vous le souhaitez. Alors, je peux même ouvrir les micros si vous levez la main ou vous me dites tiens, je veux parler. Pas de problème. Je vais remettre la caméra pour vous dire au revoir après. Alors, quelles sont les questions? Je fais un petit tour dans le chat. En cas de déménagement d'une société, une question d'Adrien. Si je déménage à une autre adresse, est-ce que la cagnotte est conservée? Ah, alors ça, c'est une super question. Merci. La cagnotte, elle est liée à un point de livraison et à une taille de centrale. Ça veut dire que dans l'absolu, on pourrait imaginer déménager les panneaux, mais comme elle est associée à un compteur, on ne peut pas avoir la portabilité de la batterie virtuelle. Elle reste là où elle a été déclarée au début. C'est comme un compteur en fait. Existe-t-il une liste des opérateurs qui proposent la batterie virtuelle? Bah oui, la liste, c'est Starenco Stockwatt. Donc, en fonction de votre projet, on vous proposera celui qui sera le plus adapté. Une question de Sylvie. Est-ce possible de faire une étude sur un projet? Il n'y a pas d'historique de conso. Je pense à un projet de méthanisation. Oui, alors là, qu'est-ce qu'on fait? On prend les études thermiques et les estimations. En général, sur des projets de construction bâtiment neuf, on est obligé de prendre des hypothèses, on s'appuie sur ce que le thermicien a estimé en termes de consommation du bâtiment pour le client. Donc ça, c'est tout à fait possible. Question d'Edwina, plutôt qu'une alternative à l'autoconsommation collective, est-ce que l'on peut parler de complément pour optimiser le surplus ou est-ce compatible? Ah, attends, Edwina, je comprends pas bien la question. Faudrait que tu me la reformules. Isabelle, quel risque de voir augmenter les tarifs présentés? Coût de location de batterie, coût de kilowattheure réseau. Alors aujourd'hui, effectivement, on n'a pas beaucoup d'opérateurs qui le proposent, donc il n'y a pas une mise en concurrence et on pourrait se dire oui, mais si ils sont en situation de monopole sur la batterie virtuelle, ils augmentent les prix, etc. C'est pas faux, c'est des questions qu'on peut se poser. Par contre, notre sentiment, c'est que de nouveaux opérateurs qui arrivent sur le marché, il y en a encore un qui va arriver là prochainement, un opérateur étranger avec beaucoup de digitalisation. C'est un jeu d'écriture, donc c'est des gens qui sont dans le digital, dans le numérique, qui peuvent proposer ce genre de solution. Et pour l'acquisition des clients,
Peut-être qu'effectivement ça augmentera, mais je pense que ça c'est plutôt marginal parce qu'aujourd'hui c'est plutôt un moyen d'acquérir de nouveaux clients, donc avec des coûts d'accès plutôt modestes et attractifs. Changer de fournisseur. Est-ce facile de changer de fournisseur? Alors, quand on est sur une réponse à Philippe, est-ce facile de changer de fournisseur? Quand on est sur un compteur bleu résidentiel, il y a 38 millions de compteurs bleus en France, c'est hyper facile. Ça prend un coup de téléphone et en 2 jours c'est fait. On n'a pas d'engagement de durée. Ce sont les opérateurs qui ont des engagements de service et qui garantissent peut-être un prix du kilowattheure figé pendant 2 ans ou 3 ans ou je sais pas quoi. Mais en fait, on n'a aucune obligation en tant qu'usager à rester 1 an, 6 mois, 2 ans. Donc, on peut partir quand on veut, c'est hyper simple. Quand on est sur des compteurs jaunes ou des compteurs verts, eh bien, il faut attendre la date d'échéance du contrat. Donc, si on vient de signer pour 3 ans chez un opérateur avec un contrat associé de 3 ans, changer d'opérateur, ce sera plus compliqué. Par contre, ça se regarde. Est-ce que il reste 1 an de contrat? 1 an, c'est peu ou prou le temps de développement d'un projet industriel un peu conséquent. Donc, c'est des questions sur lesquelles on peut se pencher. Encore une ou deux questions. Alors le même calcul avec un taux de 25 au lieu de 40, bah ça c'est la moulinette. En fait, vous faites tous les calculs que vous voulez, vous mettez votre ensoleillement, l'estimation du taux, l'estimation du taux d'augmentation du prix de l'énergie. Si vous êtes plutôt à 25, à 40, à 80%, vous faites vos calculs et c'est l'histoire de la moulinette. Jean-Pierre, quelle est la limite de puissance de la batterie virtuelle? 300 kg. Il n'y a pas de limite de puissance. On peut faire 1 méga dans l'absolu en batterie virtuelle. Il n'y a pas de limite de puissance. Combien de projets avez-vous menés? De quelle taille en général? Alors, en nombre de projets, on a fait beaucoup de résidentiels en 2019, je sais pas, je dirais peut-être une soixantaine. Et puis, ça doit faire peut-être dans les 300 kilos en résidentiel. Et puis, on est sur une dizaine en professionnel. Et les tailles en général en pro, c'est 36, 100, un peu plus de 100, 120, 150. Merci pour ce tour. Ce qui est dommage, qu'en cas de surplus, le producteur peut perdre cet avantage virtuel. Une question d'Adrien. Il pourrait être intéressant de pouvoir transférer ce solde. Ah bah oui, oui, ben aujourd'hui c'est pas possible malheureusement. Quel impact économique si je fais du stockage saisonnier? Beaucoup de surplus en été, peu de décharges, une charge quotidienne. Impact économique, bah faut le calculer. Je ne sais pas quel est l'impact économique, faut voir le projet en particulier. Et enfin, dernière question. Je répondrai aux autres. La calculette est-elle accessible sur Internet? Non, elle est accessible chez Starenco quand on travaille ensemble, dans la mesure où sont effectivement des acteurs. Lorsque l'opérateur sera racheté ou aura disparu, quel sera-t-il du contrat de la cagnotte? Eh ben, si l'opérateur disparaît ou est racheté, la cagnotte. Alors, attention, une cagnotte, elle est quand on est sur un projet, faut pas oublier qu'elle se décharge quand même, hein. Donc une cagnotte, on la charge l'été. C'est vrai que si l'opérateur il disparaît, pas de bol en plein quand votre cagnotte elle est chargée, il y a 10 chances sur 12 pour que si l'opérateur il disparaît, c'est pendant que votre cagnotte elle soit pas forcément très chargée. Donc déjà, il faut relativiser, mais bah, si l'opérateur il disparaît, il n'y a plus de cagnotte, hein. Malheureusement, ça c'est la vie des boîtes entre guillemets et on peut rien y faire. Par contre, le fait de choisir effectivement une solution de stockage virtuel, ça vous laisse toute la liberté d'aller vers quelqu'un qui proposera ce service peut-être dans 3 ou 4 ans et qui ne le fait pas encore aujourd'hui. Alors que si vous êtes en obligation d'achat, attention, hein, rompre un contrat d'obligation d'achat, même pour du surplus, c'est pas évident, hein. Il faudra rembourser les sommes, à mon avis, incidûment perçues, en particulier la prime à l'investissement et sûrement les quantités de surplus déjà rémunérées. Donc attention, on ne sort pas d'un contrat EDF, obligation d'achat, facilement. Voilà, je vous propose, comme on a un petit peu dépassé la durée, j'ai essayé quand même de respecter le timing. Je sais que cette période, on fait beaucoup de webinars. L'idée, c'est quand même d'être respectueux aussi des gens et du temps que vous avez bien voulu me consacrer. Moi, je suis très content d'avoir pu vous présenter cette solution. Pour les gens à qui vous aimeriez en reparler, il y a une autre séance la semaine prochaine. Euh, je voulais vous remercier encore beaucoup. C'était mon premier webinar et l'exercice n'est pas toujours facile. J'espère que vous avez pris du plaisir, beaucoup d'intérêt. Et puis encore, merci beaucoup pour votre attention. Passez une excellente fin de journée à tous et à toutes. À très bientôt. Merci.